L'interview du jour, je reçois M. Fernand Julien Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. M. Fernand Julien Gauze est également le président du réseau des organisations de la société civile ivoirienne pour le contrôle citoyen de l'action publique. Monsieur Fernand Julien Gauze, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. Nous évoquerons au cours de cet entretien les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fonde ou qu'est-ce qui peut fonder les craintes réelles des Ivoiriens? Ils ont la trouille par rapport à cette échéance politique. Oui, je pense que les Ivoiriens n'ont pas tort d'avoir peur. Ils n'ont pas tort d'avoir peur, même s'il faut les accompagner dans leur appropriation du processus et en donnant quelques gages ici et là qui les rassurent. Et pour cela, il y a plusieurs acteurs qui doivent agir, les gouvernants, les partis politiques, la société civile et les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. Chacun à son niveau, dans son domaine de compétences et selon ses moyens d'intervention, doit pouvoir jouer sur la psychologie des Ivoiriens pour les amener à prendre confiance, tout en prenant conscience des périls et en agissant en citoyen libéré. C'est fondamental. Pour l'Ivoirien aujourd'hui, l'acte de voter est un passeport pour la mort. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre au regard de tout ce qu'on a vécu. Au regard du passé récent de la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale d'il y a quelques années encore fraîche dans la mémoire de chacun de tous, les morts de cette crise, des blessés, des mutilés, des gens qui ont tout perdu du fait de cette crise, se comptent encore par milliers. Et lorsqu'on a un tel environnement, naturellement, on ne peut qu'avoir peur. Mais en même temps, il faut que chacun se dise que la vie d'une nation ne doit jamais s'arrêter. Il faut non pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé, mais jeter un voile pudique sur cela et regarder l'avenir avec beaucoup plus ambition et avec détermination. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire continue d'exister pour les générations futures. Les Ivoiriens ont cru à la bonne foi de leurs hommes politiques. Ils sont allés nombreux, massivement voter au premier et au second tour de la dernière présidentielle en 2010. La seule récompense que leur classe politique leur a offerte, c'est cette violence post-électorale avec son cortège de milliers de morts. Finalement, qui détruit la démocratie? Le peuple ou l'élite politique, toutes tendances confondues? Je ne sais pas s'il faut déjà dégager les coupables de ce point de vue, mais si on doit stigmatiser le rôle de quelqu'un dans cela, on va plutôt mettre l'accent sur celui de la classe politique, qui, à notre sens, a joué sur toutes les consciences, sur tous les tableaux et sur toutes les situations, et qui a créé donc cette situation de révulsion, de rejet, de peur. Il faut, je pense, qu'on travaille dans la conscience des acteurs politiques, de sorte à les convaincre que l'appropriation de la démocratie, de ses principes, de ses obligations, mais pas seulement les délices du pouvoir, reste une donnée fondamentale et incontournable. C'est la condition de la survie collective. Vous êtes le président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. Quelle devrait être ou quelle pourrait être votre participation à cette action commune-là pour assurer les Ivoiriens? Notre participation, c'est d'abord d'interroger les partis politiques ou les interpeller plutôt, sur la formation de leurs militants. Un parti politique dont les militants ne sont pas formés, ne sont pas informés, ne sont pas éduqués pour s'approprier les principes de la démocratie, les exigences de la démocratie, les exigences et les règles fondateurs de cette pratique, de ce mécanisme, de ce processus vaste et complexe, eh bien, ce sont des partis politiques dangereux.
Je pense que le premier danger qui guette la Côte d'Ivoire, c'est celui des partis politiques qui pratiquent la violence dans le langage, dans le comportement, et qui conduisent à cette bipolarisation excessive, extrême. Ça a toujours été le cas. Hyper tendue. Pas toujours. Au temps du parti unique, on a connu une espèce de camouflage. C'était le parti unique. Voilà, cette espèce de camouflage, cette espèce de consensus apparent. Ouais, apparemment. Mais on n'a pas formé les gens. On n'a pas libéré les consciences. On n'a pas éduqué les gens. Et lorsque si vous voulez, le couvercle a sauté, eh bien, tout ce qui était en ébullition à l'intérieur a explosé à la surface de la nation. Et là, est-ce que pour éviter la violence post-électorale, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la violence post-électorale? Est-ce que vous croyez que aujourd'hui, l'unicité de la candidature au sein de la coalition au pouvoir, le RHDP, suffirait à éviter à la Côte d'Ivoire ce qu'on a connu en 2010? D'abord, vous voyez que même cette unicité de candidature ne fait pas l'unanimité au sein même du camp. Et puis, il y a malheureusement le fait qu'on a refusé le débat, à mon sens, avant d'arriver à ce consensus. Donc, c'est une pilule que certains avalent peut-être difficilement. Mais s'ils ont une opportunité d'agir de façon contraire, il faut voir. Donc, je pense que l'unicité de candidature en soi n'est pas le problème, mais c'est toute l'approche qui précède et c'est toutes les conséquences que l'on en tire. Et puis, à mon sens, la démocratie, la vraie, ne s'accommode pas de ce type de situation. Il faut, je pense, libérer les opinions, libérer les paroles, libérer les citoyens et donner une légitimité éclatante et populaire à ceux qui sont élus. À mon sens, c'est ça qui évitera à la Côte d'Ivoire l'endemain qui déchante. Alors, comment peut-on comprendre que depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, toutes les élections systématiquement en Côte d'Ivoire sont entachées de violence? C'est incompréhensible dans ce pays qui a inventé cette expression chère à l'UNESCO, la culture de la paix. Eh bien, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas eu un vrai processus de formation de conscience, de formation citoyenne. Il y a eu cet unanimisme des façades. Il y a eu ce dialogue en trompe-l'œil. Et en définitive, les gens ont avalé les couleuvres. Et aujourd'hui, ils ne sont pas des citoyens vraiment, si vous voulez, au fait de la démocratie, qui se sont appropriés cela. Et pas seulement les citoyens, mais même la classe politique est complètement déréglée. Elle est ballottée entre les intérêts partisans extrêmes, des ambitions politiques inconciliables, et puis donc les impératifs d'une pratique démocratique qui veuille qu'à un certain moment donné, l'on fasse des concessions, des compromis dynamiques dans l'intérêt supérieur de la nation. Chez nous, l'intérêt supérieur de la nation se résume à l'intérêt de celui qui a ses ambitions. Et tant qu'on est dans ce clivage, dans cette situation difficile, évidemment, il y a toujours matière à craindre que des violences explosent ici et là, malheureusement. Et c'est surtout cette situation qui fait également, que se creuse entre l'élite politique et les citoyens un abyssal manque de confiance. Manque de confiance, mais en même temps désintéressement d'une grande partie de la population. Vous voyez que quand il y a un régime qui prend le pouvoir chez nous, il a ses soutiens et il a ses militants qui gravitent autour du pouvoir, qui participent au partage du gâteau, qui mangent dans la casserole. Parfois de façon exclusive d'ailleurs. Bon, alors regardez tout le magma, toute cette pléthore de gens tout autour qui, eux, en sont privés et qui n'ont pas d'autre perspective que de souhaiter le autre-delà que je me mette, le départ des autres. Alors qu'on aurait dû rentrer dans un processus, si vous voulez, où chacun agit à son niveau, assume sa part, et avec une combinaison, si vous voulez, de création de richesses, de création d'emplois, d'utilisation des compétences, d'appel à candidature, et du jeu, normalement, si vous voulez, de la compétition intellectuelle, et surtout la pratique, et le respect des valeurs, eh bien, on aurait pu créer une nation dans laquelle l'émulation et la compétition saine donnent une élite de plus en plus représentative. Or, chez nous, le critère clé, c'est le militantisme qui lui-même
et, si vous voulez, dépendant étroitement de considérations telles que l'ethnie, la région, la tribu, toutes choses qui, malheureusement, ne font pas avancer la Côte d'Ivoire. Dans un petit ouvrage que j'ai trouvé très riche, Nicolas Grimaldi, c'est un philosophe français, il est spécialisé dans ce qu'on appelle l'exploration de nos vies subjectives. Alors lui, il annonce, comment je vais dire, le crépuscule de la démocratie. Et à la page 24, il définit la démocratie et la paix, je cite, « Qu'est-ce qu'en effet que la paix, sinon une guerre indéfiniment évitée ? Ainsi, la démocratie n'est-elle qu'un équilibre précaire entre un ordre continuellement ajourné et un désordre perpétuellement contenu ?» Fin de citation. Je voudrais vous demander, M. Gauze, pourquoi est-ce que l'Afrique n'ose pas penser elle-même sa propre voie démocratique qui tient compte de ses réalités sociales, sociologiques, culturelles et politiques? D'abord, la pensée philosophique de monsieur, vous avez dit Nicolas Grimaldi. Grimaldi, évidemment, comme tout bon philosophe, elle est très profonde, mais je la trouve teintée de trop de pessimisme. Tout son livre est un peu pessimiste quand même. Oui, il y a trop de pessimisme. Parce qu'il évoque il annonce le crépuscule, mais le crépuscule est toujours l'aube d'une autre évolution, la veille d'une autre évolution, mais laquelle annonce-t-il? S'il annonce l'aube, le crépuscule de la démocratie, il aurait fallu savoir quelle est l'autre réalité sur laquelle le jour se lèverait. Est-ce que ce n'est pas pour dire aussi que le modèle démocratique est épuisé, occidental aujourd'hui est en train de s'essouffler et qu'il faut le réinventer? Il faut le réinventer, mais pour nous autres Africains qui ne le sommes pas encore appropriés, comment inventer, améliorer quelque chose qu'on ne maîtrise même pas encore? Une raison pour nous créer nous-mêmes notre propre voie dès maintenant. Nous sommes, hélas, vous me direz que je rejoins le pessimisme de Grimaldi, un peuple dominé, écrasé, qui n'a même pas encore réussi à sortir, si vous voulez, du joug de cette domination, que ce soit du point de vue de l'ordre juridique international, si vous voulez, des échanges économiques mondiaux, du transfert de compétences et du débat, si vous voulez, entre citoyens du monde. Eh bien, nous sommes, hélas, encore dominés. Et tous ceux qui sont dominés ont très peu de chance de faire passer leur vue. Il faut que nous arrivions d'abord à nous approprier ce que, comme on n'invente pas la roue, ce que la culture universelle, ce que les acquis de notre monde moderne nous donnent. Et qu'ensuite, après, nous fassions donc notre propre réflexion, notre propre introspection, et que nous sortions dedans de nous-mêmes quelque chose de plus substantiel, de plus constructif. Mais on n'y est pas encore, hélas. Et ce chemin est très long. Ce chemin est long, d'abord, pour sortir dedans de nous-mêmes. Nous sommes encore à l'intérieur de nos tribus, de nos croyances, de nos, si vous voulez, de nos superstitions, de nos angoisses, de nos peurs. Nous avons faim. Faim des pensées, faim d'emploi, faim de tout. Or, il faut que nous arrivions à sortir de toutes ces privations, de toutes ces frustrations mal, si vous voulez, digérées, pour devenir des citoyens du monde. En étant d'abord les maîtres de notre propre petit univers local, et qu'ensuite on s'érige en citoyens du monde. Et qu'ensuite, après, je crois, on aura notre mot à dire, mais pour le moment, hélas, on est très loin du compte. Alors, vous présidez également le réseau des organisations de la société civile pour le contrôle citoyen de l'action publique. Est-ce que vous y arrivez à contrôler cette action publique-là? On a l'ambition d'y arriver, mais c'est un long processus. C'est pour le moment un gros rêve, une grosse ambition, mais un citoyen, lorsqu'il se pose en porte-voix des sans-voix, ne doit pas avoir peur, ni se décourager. Et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons. Mais l'action publique elle-même dans notre pays est encore frappée, drapée, si vous voulez, dans cette espèce de mystification qui fait que tous ceux qui accèdent à une parcelle de pouvoir, ils deviennent des demi-dieux qui n'ont de compte à rendre à personne et qui viennent après Dieu. Or, il faut arriver à démystifier et à humaniser la relation entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui les ont mis dans ces positions de pouvoir par leur jeu, par leur vote. Il faut donc créer une relation plus humaine, une relation moins crispée, moins
écrasante. Et ça, c'est un autre débat. Et c'est pour ça que l'action publique, pour le moment, ne peut pas être contrôlée dans les conditions et les schémas que l'on a connus ailleurs et qui ont fait leurs preuves. L'action publique, pour qu'elle soit contrôlable, il faut d'abord qu'on ait promu une certaine participation citoyenne à la gestion de l'affaire publique. Il faut qu'on ait inculqué aux gens, développé, entretenu donc, cette culture de la redevabilité, qui elle-même fait appel à l'application stricte de la loi pour combattre l'impunité et toutes sortes d'injustices, pour dissuader les mauvaises pratiques, les mauvaises attitudes, toutes choses qui donnent donc un peu plus de crédit à l'action publique. Or, on est encore très loin de ce compte. Voilà un peu ce qui rend la problématique de l'action publique et de son contrôle, pour le moment, une espèce d'ambition que certains pourraient considérer comme encore creuse et vague, mais nous savons foi qu'un jour ou l'autre, la Côte d'Ivoire deviendra une nation de démocratie populaire, participative et de gestion contrôlée par les citoyens pour le compte de leur propre prospérité et la prospérité des générations à venir. Monsieur Fernand Julien Gauze, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci.